17h01, voilà, on est ponctuel. Donc, je remercie ceux qui sont déjà arrivés. Je me présente, je m'appelle Serge Chepetkin, je suis maître de port au port de Cannes. Et je remercie l'ensemble des clients qui ont participé à cet atelier. Et voilà, vraiment sincèrement, c'est l'atelier numéro 5, l'atelier règlement, sécurité et sauvetage en mer. Ça sera donc le dernier de la saison semestre, du premier semestre, et on organisera par la suite, sur le deuxième semestre, 3 sessions. Je pense qu'on va essayer de mettre ça en place. Enfin, voilà. Maintenant, j'espère que les mesures sanitaires vont nous permettre plus de liberté. Bon, je ne trouve pas qu'on est trop confiné en mer, hein, on a la chance de cette situation. Voilà, donc vous êtes dans la gare maritime, le port de Cannes, donc son équipe Plaisance. Vous avez son manager là-bas, caché, c'est donc Luca Capone, le responsable, et vous avez également Fanny, Fanny, je rappelle, qui s'occupe de toute la partie pôle service, et donc elle est là pour vous aider à vous renseigner sur l'ensemble des prestations qu'on pourrait vous fournir, des aides et des renseignements. Voilà. Elle s'occupe également de toute la partie... Mon micro ne marche pas top, mais c'est pas grave. Je vais introduire donc l'atelier. L'atelier est un atelier qui est au profit de la... Donc on a vraiment voulu mettre ça en place pour garder un lien avec nos clients, mais on ne cherchait pas du tout à faire une prestation. Ce qui était important, c'était présent, voilà, un partenaire et de la situation. Donc c'est pour ça que le partenariat, et c'est pour ça qu'on a mis la CNSM met à disposition une urne, ces dons, puisque c'est bien sûr un de ses modes de fonctionnement. On a la chance aujourd'hui d'avoir 2 personnes, enfin plus que 2 personnes, 2 entités intéressantes. On a le maître Jérémy, ici présent, qui va vous présenter toute la partie réglementaire et toute la partie CrossMed. Donc je rappelle, c'est l'organisme qui s'occupe des secours en mer en France et même en Outre-mer. Et vous avez également à ses côtés le président de la station de Cannes-Golfe-Juan, qui va vous faire une présentation, 1, de la station, et 2, nous aurons ensuite une démonstration de survie, de matériel de sécurité. Comme ça, vous pourrez faire visuellement, voir comment ça se passe quand ça se passe mal. Voilà. Donc c'est bien sûr, je rappelle, et ça c'est une expérience personnelle, utiliser vraiment quand l'extrême urgence et quand le bateau coule. Hein. On a malheureusement trouvé beaucoup de survie, on ne les trouvait pas d'ailleurs, on retrouvait les bateaux sans les personnes à bord et sans les survies à bord. Donc voilà, c'est quand même, ça reste une expérience même de bateaux qui sont partis du port de Cannes. Donc je vais passer la parole à maître Jérémy, qui va s'occuper donc de la présentation du... Bonjour à tous, donc maître Jérémy, je suis chef de quart au Cross Méditerranée, donc le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Je suis militaire de la Marine nationale, mais détaché pour le ministère de la Mer et pour les missions qui sont celles du Cross Méditerranée notamment. Pour ma spécialité, je suis guetteur sémaphoriste, donc comme vous pouvez trouver au sémaphore de la Garoupe ou du Cap Dramont pour Saint-Raphaël. Bon, c'est mon métier à l'origine. À l'instant. Si je trouve comment ça marche. Non. On peut avancer les slides avec ou pas? Allez, c'est parti. D'accord, autant pour moi. Allons-y. Ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, déjà pour ce qui est du cross, il faut bien comprendre qu'il y a différentes missions au sein du cross. On ne fait pas que le sauvetage en mer et la coordination du sauvetage en mer.
on a diverses missions du fait d'appartenir au ministère de la mer, qui vont être la surveillance des pollutions, la surveillance de la navigation en termes de sécurité et d'environnement, ainsi que la diffusion de la météo, que vous devez entendre certainement sur le CESD et qui est un bulletin météorologique spécial. Alors, on n'est qu'un service, c'est Météo France qui élabore les bulletins et nous ne faisons que les diffuser à leur profit, notamment tout ce qui est pour les coups de vent. On est situé à Lagarde, donc à côté de Toulon, dans le Var, et c'est un centre principal. On a un centre secondaire qui se trouve au niveau de la Corse, à Aspreto, à Ajaccio, qui lui s'occupe des 1000 km de Corse, de longueur de côte, pardon. Surtout à l'année, et en période estivale, ils vont aller un petit peu plus loin que le coucher du soleil, vers 22-23 heures, selon les opérations et le rythme. Ça nous soulage, parce que nous, à Lagarde, on a également nos 1000 km de côte, de la frontière espagnole à la frontière italienne. On verra après, hop, vous l'avez en haut à droite, notre zone de sauvetage. Alors les crosses, au niveau de l'hexagone, vous en avez 5. 2 en manche, un qui va gérer beaucoup plus le rail d'Ouessant. Le cross Etel pour la partie sauvetage qui est un petit peu comme nous finalement, ils ont beaucoup de sauvetage. Et la garde pour la partie Méditerranée. Vous avez également, comme il a été dit tout à l'heure, au niveau de l'outre-mer, des crosses, des MRCC, j'y reviendrai après pour le terme, et un JRCC à Papette. Alors, il y a beaucoup d'acronymes. Si tout à l'heure, à la fin, si vous voulez que je vous réponde, je vous dirai exactement quoi. D'accord ? Alors, le cross, donc ces missions dont j'avais déjà donné les éléments avant, notre chef opérationnel, c'est le préfet maritime. Donc, lui, il a la double casquette de préfet et de zone de défense. C'est-à-dire qu'il travaille autant avec la Marine nationale, le COM, le Centre opérationnel de la Marine, ainsi qu'avec nous. Et tout ce qui est de l'action de l'État en mer. Donc, dès que vous voyez un bateau avec des bandes bleu, blanc, rouge sur le franc-bord, ce sont des navires qui appartiennent à l'action de l'État en mer et qui sont susceptibles d'être dans la coordination du sauvetage, dans le contrôle ou dans la surveillance. On peut avancer. Hop. Alors, notre zone de sauvetage qui s'appelle la SRR, Search and Rescue Region. Alors, il y a beaucoup de termes anglais dans le sens où le sauvetage en mer est quelque chose qui a été mondialisé et chaque pays qui a une façade maritime se doit de gérer le sauvetage en mer, de réceptionner l'alerte, de coordonner les moyens. Tout ça, en fait, va venir grossièrement du Titanic qui n'a jamais réussi à donner son alerte jusqu'à un centre à terre et que personne n'a su qu'il coulait. Donc de là a découlé plein de choses, et notamment le fait qu'il y ait des centres à terre capables de réceptionner l'alerte de n'importe quel navire. Notre zone de sauvetage, donc comme je vous avais dit, de la frontière espagnole à la frontière italienne, on vient englober la Corse, on descend à peu près jusque sud Sardaigne. Donc tout élément de sauvetage, d'avarie ou quoi que ce soit, dans cette zone-là, nous intéresse et est de notre responsabilité. Ensuite, vous avez la surveillance de la navigation. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la surveillance dans le sens renseignement et on va chercher des anomalies type défense. Nous, c'est vraiment dans la sécurité des navires, l'état des navires, s'ils sont avec les bonnes documentations. Alors, on parle également de navires de charge. Je vous parle des navires qui font avec des numéros OMI, enfin des navires de commerce, d'accord, ou de gros yachts, grosses plaisances. Et on va vérifier donc tout ce qui est sa sécurité et ainsi que le côté écologique pour tout ce qui est les mouillages et notamment la Posidonie. Vous pouvez retrouver aujourd'hui avec le Donia, une application qui vous permet de vous donner où il y a de la Posidonie ou non. Et nous, on va essayer de vérifier surtout ça pour les grosses unités. Et les plus petites unités seront gérées par les sémaphores. Quand j'entends grosse unité, pour nous, ça va être à partir de 80 mètres. Donc vraiment les gros yachts. La surveillance des pollutions également. Alors nous sommes que... On ne fait que réceptionner les éléments via divers vecteurs. Et nous faisons remonter tout ça à la préfecture maritime. Et s'il y a besoin d'une lutte, c'est la Marine nationale qui s'en occupera. Ou les DDTM pour la partie terrestre, s'il y a des pollutions à faire sur les plages. La diffusion des renseignements de sécurité maritime, donc la météo, ou également tout objet pouvant entraver la navigation, dangereux à la navigation, un conteneur à la dérive ou quelque chose au large. Vous pouvez nous appeler sur le canal 16 et nous ferons la VURNAV
qui sera affiché en capitainerie, diffusé par les sémaphores pour la partie côtière et en Navtex pour la partie un peu plus hauturière. Et on a également un soutien au CNSP Etel, donc le Centre national de surveillance des pêches. Alors il est à Etel parce qu'on est sur un format européen. En gros, c'est que tous les navires de pêche doivent déclarer ce qu'ils pêchent afin de maîtriser, on va dire, la faune maritime. On peut avancer si vous voulez. Alors j'en ai rapidement parlé, donc on est 2 centres, un centre principal à la Garde dans le Var et un centre secondaire à Aspreto qui n'est ouvert, on va dire, diurne, donc la journée. Évidemment, on est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a énormément d'équipements techniques, donc aujourd'hui au Cross Méditerranée, la règle de CRA et la carte papier existent encore, mais on est quand même passé sur presque des intelligences artificielles sur certaines choses, notamment des modèles de dérive et des modèles de surveillance des navires. On a également un certain nombre de moyens de communication. Alors ça découle de la SMDSM. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler de ce terme-là, mais quand on a des radios, on doit passer des diplômes, et selon là où on navigue, on doit avoir un certain matériel. On ne peut pas se dire, je vais faire par exemple une transat, je pars aux Antilles avec une VHF. Il faut un matériel conséquent, toujours dans le but de pouvoir donner une alerte ou relayer une alerte vers un centre à terre pour pouvoir gérer une opération. Alors, ça c'est rapidement la chaîne du Cross. Donc le directeur du Cross Méditerranée, qui est directement en lien avec le préfet maritime et qui représente le préfet maritime au Cross, et qui détient également directement ses ordres du Premier ministre. Il n'y a pas d'échelon entre, les ordres sont directs sur des grosses opérations. En permanence, 24 heures sur 24, vous avez un officier de permanence au Cross, ainsi qu'une équipe de quart, donc moi-même en chef de quart, nous sommes 3, on travaille en tiers, avec des quarts de 8h, midi, 12h, 16h, 16h, 20h, ainsi de suite jusqu'à 8h. On fait des gardes à peu près de 48 heures sur site. Donc, ce qui nous permet de maîtriser nos opérations, de se les passer et de ne pas avoir de trous dans la raquette, si je puis dire, sur certaines opérations. Les partenaires. Un des partenaires privilégiés va être la SNSM, avec qui on travaille énormément, qui fait un peu plus de 50% de nos opérations. Je ne sais plus exactement, je crois qu'on est 52 ou 53% des opérations, qu'elles soient d'assistance aux biens ou de recherche et de sauvetage. Surtout de recherche et de sauvetage, car ce sont des moyens de sauvetage et pas de remorquage à l'origine, mais ils sont capables de le faire. Nous travaillons également en fait avec toutes les administrations de sécurité nationale. Donc que ce soit les pompiers, la douane, la gendarmerie, qu'elles soient maritimes, départementales, la marine nationale, le COS, donc c'est le centre opérationnel de zone, donc là on parle de la sécurité civile et notamment les hélicoptères, les dragons, les jaunes et rouges que vous avez déjà pu voir passer. La douane, j'en ai parlé, la marine nationale avec sa flopée de moyens aéronautiques et c'est quand même une administration très puissante, avec les panthères et jusqu'à les aéronefs qu'on peut faire descendre de l'Amboué en Bretagne pour certaines opérations. Typiquement, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de la recherche du véliplanchiste à Port-la-Nouvelle il y a 3 semaines, c'est un aéronef de la Marine nationale, un Atel 2, qu'il a trouvé le lendemain matin, après des recherches toute la journée et toute la nuit. Et également les services de santé, pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'aide médicale en mer. On va dire que le moindre problème en mer de type accident corporel, il va falloir qu'il y ait un diagnostic d'un médecin pour savoir ce qu'on fait de la personne et vers quel service on va l'emmener. Donc on y travaille, et notamment avec le CCMM, le Centre de consultation maritime médicale, qui se trouve à Purpan à Toulouse, et le SCMM, le SAMU de coordination maritime médicale, qui lui se trouve à l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Et ces organismes, on travaille avec eux, on est capable de faire des conférences avec un médecin qui peut donner un diagnostic, même si vous êtes entre Corse et continent par VHF. Nous, on est capable de mettre les téléphones via les VHF et vous mettre en relation avec un médecin qui vous dira s'il faut aller au plus rapidement vers un centre hospitalier ou si on peut faire autrement, ou si au pire on doit faire une évacuation via un aéronef, un hélicoptère. On peut avancer. Alors, la Méditerranée, donc c'est moins de 1% de la surface des mers. C'est très vulnérable au niveau écologique, d'où notre mission Marpol. Et aussi la Surnave, comme je vous ai dit, pour la gestion des mouillages, et notamment de la Posidonie.
Énormément de trafic maritime, qu'il soit commercial ou plaisance, pour les deux. Les zones côtières avec une forte croissance touristique, très forte croissance touristique. En gros, l'été dernier, de mémoire, on a fait 24% de plus d'opérations de sauvetage sur la côte dans notre zone par rapport à 2019, sur la saison 2020, donc on parle sur 3 mois. En notre cœur de métier, ça va vraiment être donc le sauvetage. Les autres font partie de notre métier, mais on va dire qu'au CrossMed, on y vient, on y est affecté pour faire de la coordination de sauvetage à la base quand on vient. Et notre méthode de travail est très simple, c'est de réceptionner des alertes, qui pour nous est la base de notre métier. C'est 95% d'une opération. On va dire qu'une alerte mal menée, ou quelqu'un qui ne sait pas se positionner, quoi que ce soit, peut entraîner une opération catastrophique. Et traîner dans le temps, et peut être très catastrophique. Donc, réceptionner une alerte, c'est très simple, et je pense que tout le monde doit le maîtriser dans la vie de tous les jours, et pas que en mer. Si vous avez passé des diplômes les présidents, aidez-moi, les premiers secours. Voilà. Dans premier secours, votre première leçon qu'on vous donne, c'est d'appeler les pompiers. Je suis telle personne, mon numéro de téléphone c'est ça, je suis à telle adresse, tel endroit et je suis en présence de tel problème. Eh bien en mer et dans la vie de tous les jours, ça va être le même principe. La communication, le contre-appel, pour qu'on puisse toujours communiquer avec un centre et que nous on puisse donner ce numéro de téléphone à la SNSM. Il faut bien comprendre aussi que nous, au Cross Lagarde, on est une grosse machine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alertes. On va partir du véliplanchiste en difficulté jusqu'au porte-conteneur à 200 nautiques avec un marin philippin qui s'est mis un coup de disqueuse dans l'avant-bras. Le panel est énorme et la communication, c'est la base. Surtout que nous, si on peut communiquer après à la SNSM des numéros de téléphone pour que vous puissiez parler dans le cas d'une avarie directement avec la SNSM et qui, lui, connaît son secteur bien mieux que nous. Nous le connaissons dans la globalité. On est relativement performant, mais les petites subtilités de zone, les petits noms donnés à tel cardinal ou à tel cric ou tel endroit, on ne les aura pas forcément. Nous, on va se baser sur ce qui est marqué sur une carte marine, et les gens, des fois, quand ils habitent là, on retrouve surtout ça en Corse. Parce qu'en Corse, entre un pêcheur, entre un touriste et entre quelqu'un qui est là, c'est jamais le même nom. Donc on s'appuie beaucoup sur les équipages des SNSM pour ça, justement, parce qu'ils connaissent très très bien leur zone. L'analyse ensuite, l'analyse en fait c'est comprendre ce qui se passe sur le bateau qui a une avarie, et cette analyse nous permet de déterminer et d'engager les moyens les plus appropriés. Il ne suffit pas comme on pourrait dire, d'alerter la chasse pour une opération. Ça ne sert à rien d'envoyer 3 hélicoptères, 2 avions, 4 SNSM pour certaines opérations. Des fois, il faut savoir aussi garder de la retenue parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une autre opération plus importante qui se déclenche à côté. Donc nous, on se doit d'engager les moyens les plus appropriés et en nombre. Coordonner l'ensemble du dispositif, donc là c'est de la pure coordination, c'est de communiquer avec nos moyens de sauvetage, leur dire ça se passe à cet endroit-là. Alors quand vous n'avez qu'un moyen de sauvetage, c'est relativement facile. Si vous commencez à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en passe, il va falloir que nous on se regrette, qu'on parle d'OSC. On va désigner des gens sur l'eau pour répercuter notre travail. Comme ça, nous, on arrive avec un unique contact. La communication, c'est hyper important. Rendre compte et informer les autorités partenaires, mais ça, c'est comme toute administration. Il faut qu'on rende des comptes de notre travail et aussi à la SNSM qui aura ses comptes rendus, qui feront remonter de leur côté. Donc la surveillance du trafic maritime, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc c'est pour vraiment les navires de charge, les grosses unités. On a également un service d'assistance maritime. Alors on parle de MAS, Maritime Assistance Service. Alors ça ne va pas être dans le cadre de la plaisance, là on est clairement dans le cadre des gros bateaux de commerce qui peuvent aussi avoir des avaries, comme n'importe quel moteur, ça peut arriver, et c'est pas géré exactement de la même manière. On n'a pas les mêmes intermédiaires au niveau des opérations. On va s'appuyer sur les armateurs, les centres de secours, les centres de sécurité des navires, des architectes, plein de personnes, plein d'éléments pour nous donner le plus d'éléments sur le problème et qu'on ne se retrouve pas avec un navire qui va s'échouer ou qui va se casser en deux.
un navire de charge. Le suivi du trafic maritime, c'est gérer les autorisations de mouillage, on en parlait tout à l'heure, et effectuer les navires en dérive, parce que les navires des fois dérivent, parce qu'ils sont en avance sur un pilote, ou en avance, ils n'ont pas de destination. Ça arrivait beaucoup justement avec la pandémie, où il y a beaucoup de bateaux qui se sont retrouvés à la dérive, sans cargo, sans rien, en attente d'ordre. Parce que tout le trafic mondial, c'est quand même relativement ralenti pendant cette période-là. Les pollutions, donc là en recueil, c'est pareil, si vous découvrez une pollution en mer, n'hésitez pas à nous appeler, nous en faire part. On fera remonter les informations vers les bons organismes, et on travaille avec le CEDRE en Bretagne, qui sont capables, même par cliché numérique, par cliché photo, nous dire cette pollution-là va s'évaporer toute seule, ou il faut la brasser, ou il va falloir des moyens plus importants pour aller lutter contre. Ils sont capables de le faire, on travaille avec eux. La diffusion des bulletins météo, donc comme je vous l'ai dit, c'est au profit de Météo France, par VHF, par également MHF. On a un système MHF au cross pour notre zone qui est plus hauturière. Et la diffusion des avis urgents de navigation, quand il y a des pertes en mer ou des choses comme ça. Quelques chiffres donc pour vous rappeler un peu notre travail. Donc on est sur 2404 opérations. Sur donc 913 opérations de sauvetage et 1267 opérations d'assistance. Assistance comprenait du remorquage de panne moteur classique. 8057 personnes impliquées, dont 1522 secourus. Donc secourus, c'est qu'on était vraiment sur des opérations SAR, Search and Rescue. C'est des personnes qui auraient pu avoir un avenir plus sombre. Pour ce qui est des Alpes-Maritimes, on est à peu près à 15%, si je ne m'abuse, oui, de 15% de la masse des opérations se passe sur les Alpes-Maritimes et sont très concentrées autour des Lérins et de ces écueils si bien connus. Là, c'est une carte à peu près globale qui vous montre les points chauds. Donc, clairement, on peut voir la partie Cannes et on a la partie aussi du Var avec la Radière, les îles d'Or, Toulon, l'aire toulonnaise, la partie Marseille aussi avec toute sa côte bleue. Enfin, comme vous pouvez voir, en tout cas sur la côte, on a pas mal de travail, un peu moins au large, mais de toute façon, quand c'est au large, c'est tout de suite plus compliqué. Tout est plus compliqué quand on est au large. Si moi, personnellement, je devais vous faire, le CrossMed devait vous passer un message, vous en tant que plaisancier, comprenez bien que j'en ai parlé plusieurs fois, la communication. Restez en communication sur l'eau. La VHF se veille. Alors je sais que des fois, ça peut être embêtant. Ça fait du bruit, mais ça se veille dans le sens où nous, on va diffuser des messages d'urgence et vous, plaisanciers qui êtes en mer ou marins professionnels, tous les acteurs de la mer sont les premiers moyens de sauvetage. C'est-à-dire que vous êtes possiblement un moyen de sauvetage sur une opération, mettons d'un homme à la mer, on va faire un médé relais, vous êtes plaisancier dans le secteur, vous vous déclarez, on vous fait rentrer dans le dispositif de sauvetage et vous êtes capable de retrouver la personne. Comprenez bien que la SNSN, ce sont des bénévoles, donc ils ont aussi leur métier, tout ça. Ils feront tout le nécessaire pour arriver en temps et en heure le plus vite sur l'eau, mais il faut y aller sur l'eau. Une vedette, vous avez tous des embarcations, vous savez qu'un moteur, on n'allume pas et on ne met pas gaz. Voilà, ça donne un temps, ça prend du temps. Un hélicoptère, c'est pareil. Un hélicoptère, c'est maximum en journée 1 heure pour préparer la machine, briefer l'équipage, décoller. Donc vous, en tant que plaisancier, quand vous êtes sur l'eau, vous entendez des messages. N'hésitez pas, si vous êtes dans ce secteur, à vous signaler. Nous, on vous dira oui ou non si vous pouvez rentrer dans le dispositif. Mais tous les usagers de la mer, professionnels ou plaisanciers, sont acteurs du sauvetage en mer, pleinement. Mais vraiment pleinement. Évidemment, connaître l'activité pratiquée. Si on fait de la voile, on essaie de savoir faire un petit peu de voile. Si on fait du bateau moteur, on essaie quand même de connaître son embarcation. Et ça vaut aussi pour les sports nautiques, la planche à voile, le kitesurf, le wingfoil, enfin toute la plongée, toutes ces activités-là. Il faut également connaître le milieu dans lequel on va évoluer, la météorologie, l'hydrographie, les écueils, les conflits d'usage. On en parlait avec les Lérins. C'est bien de savoir qu'il y a les batailliers, qu'il faut passer au-delà de la cardinale, par exemple. Il faut se connaître, sa condition physique, il ne faut pas surévaluer ses capacités. On veut partir faire une traversée Corse-Continent à la voile sur un 60 pieds open et on a l'habitude de naviguer sur un petit Océanis. Peut-être se raviser ou voir avec quelqu'un pour prendre un peu de technique, on va dire. Avoir en permanence à l'esprit son PEA, donc c'est la préparation, l'équipement et l'alerte.
préparation de son navire. L'équipement, c'est le connaître. Et quand on parle d'équipement aussi, il y a quelque chose qui est primordial, c'est se faire repérer sur l'eau. Que ce soit en plaisance, on va dire avec des unités dures, ou même sur du surf, planche à voile, kitesurf. On a encore fait des opérations récemment avec des véliplanchistes qui ont dérivé pendant une nuit parce qu'ils n'avaient pas de moyen de lock ou de se faire voir au moins, type flashlight, fluorescine ou bâton fluo. Des moyens de secours sont passés à 30 mètres de lui, ne l'ont pas vu. Parce qu'il y a 40 nœuds, ça fume, et une tête dans l'eau, même s'il a du matériel de planche à voile, vous pouvez beau faire ce que vous voulez, le bateau, ça bouge dans tous les sens, les équipages fatiguent aussi dans la recherche. Au bout d'un moment, on peut se retrouver aussi à avoir un mal de mer à force de chercher, parce qu'on est sur des allures réduites et le bateau se fait gangasser. Si vous avez une flashlight, quelque chose pour vous faire repérer sur l'eau, même un miroir, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait partie des... On verra tout à l'heure avec la survie des kits qui sont dans le miroir, c'est pour se faire repérer au moyen de sauvetage. Sachez qu'une flashlight, donc les petites ampoules comme vous pourrez voir sur le gilet du plongeur SNSM, ça se voit de très très loin et surtout par un aéronef de sauvetage. Un pilote, il a les JVN ou la SNSM a les JVN, ça leur sature les jumelles et ils savent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Et ils iront. Ça marche très bien, c'est pas excessif et ça peut s'accrocher n'importe où sur un gilet de sauvetage, avec un couteau sur une ceinture de pont, sur un harnais de planche à voile, à la boucle, enfin voilà. Auquel on pourra ajouter donc pour la sensibilisation, prévenir le cross aussi en cas d'abandon de matériel. Je perds mon radeau de sauvetage, je préviens le cross. Ou au moins quelqu'un à terre, qui fait remonter l'information au cross. Je vous rappelle le numéro de téléphone du cross qui est le 196, qui est gratuit et sur n'importe quel poste. Et en plus, lui nous permet de vous géolocaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez appeler, on va savoir où vous êtes quand vous appelez. Que ce soit en mer ou à terre, évidemment, si vous avez du réseau téléphonique. Hein, ça se tient. Et il y a beaucoup d'opérations de sauvetage qui sont menées aussi pour des ailes de kite ou des planches à voile à la dérive ou des radeaux de survie. Moins, mais il y en a parce que les gens ne le déclarent pas. Ou n'ont même pas mis le nom du bateau, le nom de la personne dessus. Ben nous, potentiellement, on a quelqu'un dans l'eau. Donc on va engager, on va faire appareiller un certain nombre de moyens. Donc ça, prévenez. Même principe, quand vous partez en mer ou un sport nautique, toujours prévenir quelqu'un. À défaut, si vous ne pouvez pas prévenir quelqu'un, prévenez le port. Je vais en mer aujourd'hui, je compte aller au Lérins. Si le port, le soir, ne voit pas que le bateau est revenu, peut-être s'inquiéter, va commencer à vous appeler, nous appeler nous. Au même principe, si vous partez en Corse, ça ne veut pas dire que c'est pas qu'à la journée. Vous avez surtout si vous partez sur des longues distances, prévenez le port. Parce qu'eux, ils sauront à quelle heure vous êtes parti, comment vous êtes parti, et dites à peu près à quelle heure où vous comptez arriver et dans quel temps. Ça, c'est très très important de prévenir son entourage. Je pense que voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sinon. Merci, Maître Jérémy. Vraiment, c'est complet. Oui, il y a beaucoup de moyens, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant de sa sécurité et celle des autres. Et imaginez qu'il y a des gens qui, quand même, prennent des risques lorsque vous êtes en danger, prennent des risques quand même pour aller vous secourir. Donc, il faut aussi penser à eux. Je vais en profiter pour passer la parole au président de la station et je vous remercie encore pour votre intervention. Bonjour à tous et à toutes. Ah oui, en effet, le petit bouton. Bonjour à tous et à toutes. Bien écoutez, merci d'être nombreux ce soir. C'est important. Effectivement, on a un sujet sur cet atelier qui est capital pour tout le monde en fait. Hein. Donc, comme l'a rappelé Maître Jérémy tout à l'heure, ainsi que Serge, donc la SNSM. La SNSM, je pense que tout le monde en a déjà au moins entendu parler une fois. À savoir que nous sommes donc dans notre ensemble tous des bénévoles. Donc l'association regroupe 8500 bénévoles sur donc tous les moyens d'intervention qu'on peut avoir. Les moyens d'intervention qu'on peut avoir sont donc au nombre de 214 stations réparties donc sur tout le territoire, y compris les dom-tom. Donc autrement dit, tous les pays d'outre-mer également sont équipés de stations SNSM. Voilà, on arrive également sur les petits fly qui vont pouvoir...
accueillir mes arguments. Voilà, tout à fait. Donc, la création de la SNSM, on va essayer d'être assez rapide parce que j'aimerais bien qu'en fin de stage, on puisse faire une période questions-réponses. Donc, on aura la possibilité de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous sur des questions un peu plus précises, y compris bien sûr le CROSS qui est ici présent, et c'est assez important de pouvoir discuter aussi avec le CROSS. Donc, en fait, la création donc, de la SNSM date d'une association de deux groupements de marins-pêcheurs, notamment à l'époque. Cette association a donc créé la SNSM qui a été reconnue d'utilité publique par l'État donc en 1970. Donc depuis ce jour, donc, nous avons un siège qui est parisien et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on est répartis sur tout le territoire, sur 214 stations. Sur ces 214 stations en question, donc nous avons, j'avais dit 8500, mais je me suis un peu trompé, donc on est pratiquement à 9000 en fait, bénévoles. Et on a donc une prise en charge en moyenne, donc ça ce sont des chiffres de 2018 si j'ai bonne mémoire, on n'est pas actualisé, donc on a une prise en charge quand même assez importante au niveau des, donc de pratiquement 37 000 personnes. Ça va effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, principalement notre action à nous, c'est le sauvetage de la vie humaine en mer. Si au-delà de ce sauvetage, on peut également préserver les moyens nautiques de nos requérants, on essaiera effectivement de faire quelque chose aussi. Mais la priorité, c'est vous, c'est la vie humaine. Donc, nous avons donc en tant que bénévole, 32 centres de formation dispersés sur la France, à savoir, et ça je vous l'annonce, en tant que Cannois c'est assez important, à partir du mois de septembre prochain, nous avons une inauguration d'un centre de formation SNSM qui va s'installer à Cannes également. Donc il y aura donc 33 centres de formation. La SNSM en fait a deux visages. Vous avez la SNSM embarquée, donc c'est-à-dire les vedettes orange que vous pouvez voir régulièrement sur le plan d'eau, avec des sauveteurs embarqués dont nous faisons partie puisque nous sommes la station embarquée de Cannes. Et vous avez également une autre partie de la SNSM qui sont en fait des sauveteurs nageurs, donc qui sont eux habilités, comme vous voyez les CRS et les pompiers, à faire du sauvetage de plage et de la surveillance de plage. Vous le voyez actuellement sur notre secteur, sur la commune de Théoul, qui est équipée, effectivement, donc les plages de Théoul sont équipées de sauveteurs nageurs SNSM. Donc en fait, ces deux parties font donc effectivement un ensemble de personnes qui représentent donc en bénévoles pratiquement 9000 bénévoles, plus effectivement quelques salariés qui sont embauchés par contre en tant que boulot d'étudiant, comme on appelle ça, pour faire le sauvetage des plages, mais bien entendu avec des formations qui sont reconnues SNSM et qui sont formées par la SNSM aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du fly? Donc, l'émission, donc l'initiation, bien sûr, au premier secours. Donc, on a tous bien entendu, des niveaux différents au niveau du premier secours à la SNSM, mais on a un minimum requis de manière à pouvoir rentrer en tant que sauveteur. Derrière, nous avons bien entendu tout ce qui est stage concernant donc les embarcations et le sauvetage maritime est bien entendu un petit peu différent que le sauvetage terrestre. Donc, on a toute une kyrielle de stages et de formations nécessaires pour pouvoir acquérir la possibilité de pouvoir faire les sauvetages. Nous avons, donc ça je l'ai rappelé tout à l'heure, donc 87 salariés. Les salariés que vous avez vus ici, ce sont les salariés qui sont au siège, puisque bien entendu, une organisation comme ceci, c'est quand même assez important. On a aussi besoin d'avoir quelques salariés, donc on a 87 salariés sur la SNSM. La station principalement, donc c'est-à-dire Cannes, donc la station SNSM de Cannes. Donc c'est la SNS 262, vous avez donc la vedette qui est ici, en photo. Cette vedette, elle est en place 15 jours sur le vieux port de Cannes. Vous pouvez la voir à côté du bateau Brutus, qui est le bateau des pompiers. Et vous l'avez également 15 jours sur le port, le vieux port de Golfe-Géant. On se partage en fait les deux ports, donc de 15 jours en 15 jours. La station actuellement donc comporte 34 canotés opérationnels, 5 patrons d'intervention et 3 nageurs de bord sauveteurs que vous aurez tout à l'heure l'occasion de voir, parce que nous avons Arnaud qui est avec nous, qui s'est d'ailleurs équipé avec la tenue d'été d'ailleurs, et qui pourra vous faire voir un petit peu quel est son rôle et quel est le rôle du sauveteur nageur de bord. Les bilans, donc là vous l'avez donc
Un tout petit peu trop vite, Serge, excuse-moi, merci. Les bilans, donc, vous l'avez donc sur 2019, donc 76 interventions, 219 personnes secourues. 2020, 48 interventions, 142 personnes secourues. À savoir que 2020, donc on a eu ce que tout le monde connaît encore aujourd'hui, puisqu'on n'en est pas encore sorti, mais on va en sortir tout doucement. Donc beaucoup moins d'interventions sur 2020, et nous avons aussi malheureusement eu un problème de vedette où nous avons dû sortir la vedette plus d'un mois et demi en cale sèche pour de la réparation. Je me permets de rappeler là-dessus que, bon là on a des chiffres qui sont un peu nationaux, mais je me permets de rappeler là-dessus que chaque station, malgré qu'on ait un siège national et que nous soyons reconnus d'utilité publique, chaque station est autonome au niveau financier, et nous avons effectivement le besoin et la nécessité d'aller chercher donc par des dons et par des interventions que l'on fait en termes événementiels, avec par exemple de la vente de produits dérivés et autres, la recherche donc d'argent de manière à pouvoir faire vivre nos moyens. On a globalement sur un budget de station, quelle que soit la station, je parle, pas uniquement nous, Cannes, on a globalement 80% à aller rechercher et 20% de subventions. Ce sont des subventions locales, d'État, etc., etc. Donc on a quand même 80% à aller chercher. Donc vous voyez que les bénévoles non seulement sont sur l'eau, se forment, mais sont également obligés d'aller chercher des sous. Donc on peut continuer. Effectivement, donc les 10 commandements du citoyen de la mer, ça reprend un peu ce que le maître Jérémy tout à l'heure nous a dit en fait, donc ce sont des mesures de bon sens en fait. Effectivement, donc se faire voir sur l'eau, c'est très important. Nous, on fait régulièrement, trop souvent, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui prennent beaucoup de risques, mais des sorties de nuit, et ces sorties de nuit en question, quand on doit rechercher quelqu'un qui n'a pas de moyens visuels lumineux pour pouvoir le repérer, on est effectivement passé nous-mêmes à 30 mètres d'une personne qui était à l'eau, et qui était en péril et qui cherchait effectivement secours, sans le voir en fait, on ne le voyait pas du tout. On a également repéré et récupéré à bord un kitesurfer il y a à peu près 2 mois. Il avait sa planche à côté de lui, on a récupéré la personne, je rappelle, donc c'est l'humain qui compte en premier. On a récupéré la personne, la planche était à côté, on a cherché plus d'une demi-heure après, parce que la personne était bien, et on a réussi à la réchauffer à bord. On a cherché plus d'une demi-heure après la planche, en fait, autour de nous, on l'a jamais retrouvée. Elle était complètement disparue. Et pourtant, c'est une planche, donc elle flotte. Donc effectivement, visuel. Je vais pas parler plus longtemps parce que c'est plus intéressant d'avoir des actions réelles et on va y passer. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'effectivement, à la suite de la présentation qu'on va vous faire, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est là effectivement que l'échange est important et que vous pouvez acquérir effectivement une réponse qui peut vous être évidente au départ, mais que l'on peut articuler différemment parce que malheureusement, on a l'habitude effectivement de ce genre de cas. Donc, la station de Cannes est très contente ce soir de pouvoir vous faire voir ce que l'on va vous montrer. C'est Romain donc qui va prendre la place qui me suit pour pouvoir vous faire voir donc le radeau de survie. Et vous aurez également Arnaud donc qui est notre nageur de bord qui va également vous faire voir sa position et son poste. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure. N'hésitez pas. Merci. Alors, on va faire un mouvement. Donc, vous restez assis pour l'instant. Il y a Romain qui va percuter la survie, je crois, c'est ça, Président ? Oui, absolument. Donc, Romain, actuellement, on va percuter la survie en extérieur. Pour la bonne et simple raison, c'est que au moment de la percussion, il y a des éléments qui peuvent voler dans tous les sens et on ne voudrait pas que quelqu'un soit blessé. Une fois que la percussion est faite, vous pouvez vous approcher peut-être un peu des vitres si vous le souhaitez pour voir la percussion. Une fois que la percussion est faite, on va rentrer la survie à l'intérieur. Et là, par contre, on va vous faire donc la présentation de ce que comporte la survie en question. Mais posez-vous la question le jour où vous aurez touché, que vous êtes en train de couler, d'aller le chercher sous l'escalier, coincé par la bouffe de la semaine.
Télécope universel appui. Bon, c'est pas agréable, mais surtout, le matériel de sécurité qui est dedans, ben, il est trempé. Et suivant ce que vous avez dedans, ça va être un peu embêtant. Donc là, on va vous le mettre dedans, comme ça, on va regarder tranquillement ce qu'il y a dessus. On va tout tremper. Attention. Hop, poussez les chaises dans ce sens-là. Ouais, je vais pas bouger ce qui appartient. On va le mettre c'est bon. Lucas, tu peux demander à Serge s'il peut me trouver un micro? Oui, alors, attention, ça glisse. Hein. Alors, les radeaux, vous en avez plusieurs types. Moi, je dis toujours, il a une tête, c'est pour s'en servir. Vous avez des textes réglementaires, hein, donc notre camarade Maître Jérémy vous en a parlé. On a un cadre qui vous dit qu'en fonction de votre navigation, ben, vous devez avoir des feux à main, des fusées ou un radeau. Posez-vous bien la question, quelle est votre réelle utilisation du navire et qu'est-ce qui vous sera utile? Si vous êtes tout le temps à derrière les îles, un peu, peut-être que vous avez plutôt intérêt à rester, même si vous restez dans les 6000, à prendre un radeau hauturier plutôt qu'un côtier. Ça coûte un peu plus cher à l'entretien, mais quand vous serez dans la flotte, vous serez content d'avoir un radeau dans les fonds. Il faut savoir qu'un radeau hauturier, au fond, vous avez comme les isolants alu protège du froid. On dit que sur un navire... Allô? Ce qui tue en premier, c'est la panique. Pardon. Ce qui tue ensuite, c'est le froid. Un radeau, c'est une bonne chose. Vous voyez là, c'est raté. Ensuite, c'est de connaître, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les fabricants, ce qu'il y a dans le radeau. Que vous sachiez avant de le percuter ce que vous allez y trouver et comment vous allez le préparer. Encore de nuit, que vous avez dit, est-ce qu'il y a de l'eau dans le radeau? Alors moi j'ai un conseil que je donne toujours. L'eau c'est bien, mais il y a un truc qui est très sympathique, c'est le sac avec le kit de survie. Une VHF étanche et une flottante c'est pas mal. Pourquoi la flotte? Si elle n'est pas flottante, vous nagez. De ce que vous...
pas qu'il fasse 200 kg non plus, hein, mais c'est quelque chose comme le radeau que vous pouvez prendre très rapidement pour le prendre avec vous dans le radeau. Tu as un autre micro? Branche-le. Ouais, ça va. Monte-le. Voilà. Là, on est en train de vous mettre à côté du radeau du matériel. Systématiquement, vous trouverez dans les radeaux des pagaies, du matériel pour réparer les boudins, un gonfleur, couteau, lampe, matériel de signalisation. Là, suivant les radeaux et les marques, vous pourrez trouver également un outil que moi j'oblige tous les canotiers à porter à bord. C'est les bâtonnets chimiques dont vous a parlé maître Jérémy tout à l'heure, les bâtonnets lumineux. Vous avez, mon collègue là vous a montré des feux à main et des fusils à main. Mal utilisé dans un radeau, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc il faut réfléchir avant d'utiliser ça sur un radeau. Hein. Par contre, un bâtonnet chimique type Sialume, ça coûte 2 €. Ça a une durée de vie de 1 à 2 ans facile. Ça peut éclairer de 8 à 12 heures sans chaleur, c'est une lumière froide, et ça se voit très loin en recherche de nuit. Malheureusement, moi je l'ai vécu en vrai, et on est passé à 200 mètres du collègue qui était passé par-dessus bord, on ne l'a pas trouvé. Le lendemain, on l'a ramené dans un sac. Voilà. Il aurait eu un bâtonnet Sialume, il serait encore peut-être vivant. Donc moi je dis toujours, mes collègues canotiers peuvent vous le dire, sur la vedette, chaque fois qu'on sort de nuit, je les oblige à avoir un Sialume dans la poche. En plus du reste du matériel. Donc ça, votre sac de survie, vous y mettez 4-5 Sialumes dedans, vous avez le temps de voir venir. L'eau, vous avez les radeaux hauturiers, vous avez de l'eau, les côtiers, il n'y a pas d'eau dedans. Et vous abandonnez le navire le 15 août à 2 h l'après-midi, je pense que le soir, vous aurez un peu soif si vous avez oublié de prendre de l'eau. Encore une fois, là, c'est la panique. Après, première chose à faire sur un radeau quand on évacue un navire, je vous ai pas tout à l'heure de couper le lien avec le navire au dernier moment. Une règle sur un navire, on quitte le navire quand on n'a pas d'autre choix. Il est toujours plus facile de trouver un flotteur à la mer, un navire, même s'il est à moitié rempli d'eau, que de chercher un radeau ou encore pire, quelqu'un qui est dans l'eau. Donc, on abandonne le navire quand on n'a pas d'autre choix. Et si on a des moyens de communication comme il faut à bord, on sera en liaison avec le CROSS parce qu'ils reçoivent de très loin, il faut le savoir, en disant j'abandonne le navire, si vous avez pu transmettre votre position, c'est idéal, ils vont venir chercher, envoyer des moyens directement sur la position que vous aurez donnée. Parce que après, une fois que vous êtes dans le radeau, il va falloir durer. Parce que alors, c'est pas Europe Assistance, vous n'êtes pas sur le bord de la route, vous n'avez pas le dépanneuse qui arrive dans 10 minutes. Hein. Là, j'ai regardé tout à l'heure, le record du monde officieux, il est à 438 jours de survie dans un radeau. C'est un Mexicain qui est parti pêcher, il s'est retrouvé à son bateau coulé, son camarade est décédé, lui il s'est nourri d'oiseaux, de poissons, il a récupéré l'eau de pluie, bon, c'est pas confirmé à 100%, mais il a survécu plus d'1 an à la dérive sur un radeau dans le Pacifique. On a plusieurs cas où les gens ont tenu plusieurs dizaines de jours sur des radeaux. Ça veut dire que si vous n'êtes pas préparé en amont, si vous ne vous organisez pas à bord, vous ne tiendrez pas. Et c'est aussi à vous de faciliter le repérage. C'est pour ça que dans le radeau, vous avez des feux à main, vous avez des fusées parachutes dans celui-là. N'oubliez pas, si vous déclenchez un feu à main sur un radeau, c'est comme pour faire pipi, on se met sous le vent. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un radeau transformé en gruyère. À savoir, vous avez ici 2 sacs de couchage de survie, on va dire, qui permettent d'éviter l'hypothermie. Je vous ai dit tout à l'heure, la panique et la noyade, ça tue rapidement. Après, ça va être l'hypothermie qui est votre principal ennemi. Il faut savoir que vous pourrez tenir sans boire pendant 2-3 jours, suivant les conditions. Vous pourrez rester sans manger pendant 15 jours facile. Mais l'hypothermie, dans l'eau, si par exemple vous laissez le radeau avec de l'eau dedans, vous allez vous refroidir 25 fois plus vite que dans l'air. Là, cette combinaison, le simple fait de vous mettre dans cette combinaison va augmenter vos chances de survie de manière drastique, à la condition que vous ayez pris les précautions pour être au sec. Encore une fois, si vous êtes en train de baigner là-dedans dans de l'eau,
Je pense pas que ça sera très... Sans compter ce que vous allez avoir sur la peau avec le sel et le reste, c'est pas terrible. Voilà. Ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que ce sera votre seul moyen d'attendre que les secours arrivent si vous avez coulé. Donc, je répète encore une fois ma principale recommandation, n'attendez pas d'être en difficulté pour étudier votre radeau et vous renseigner. La dernière fois, en rigolant, j'ai ouvert un radeau et le manuel d'utilisation était à l'intérieur. J'avais trouvé ça assez amusant. C'était qu'il fallait d'abord percuter le radeau avant de savoir comment s'en servir. C'est un peu dommage. Après, vous pouvez voir les ship chandlers, vous pouvez voir les fabricants en disant, monsieur, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, voir le matériel. N'hésitez pas, vous donnez votre radeau à réviser, demandez au gars qui fait la révision de vous montrer le matériel. Je ne pense pas qu'il va vous envoyer balader. Hein. C'est important que vous sachiez ce que vous allez avoir à gérer. C'est vraiment éviter l'improvisation, parce que c'est ça qui pose problème. Et encore une fois, pensez à la ligne qui est amarrée au bateau. En plus, le nœud, vous allez le faire côté bateau. Vous avez abandonné le navire. Vous êtes dans le radeau. Qui est-ce qui va aller défaire le nœud? Donc, vous avez le couteau ici. Dans chaque radeau, vous avez un couteau anti-perforation. Là, et vous en avez un autre qui vous permet de couper cette ligne. Je vous dirais simplement, tout ce que vous pouvez récupérer de longueur de ligne, tâchez de le garder. Tout sert sur un radeau. Tout sert. Ne fût-ce que pour vous amarrer. Si vous avez deux radeaux qui percutent en même temps, c'est par exemple de les amarrer ensemble. Pour éviter la dispersion. Si vous avez un moyen radio, une VHF portable, si vous êtes loin au large, votre radio portable ne va pas vous permettre d'appeler le cross à la garde. Hein. Donc, ne passez pas votre temps à passer des appels sur 16 ou sur 12 à vider votre batterie. Par contre, si vous voyez l'horizon un navire, d'à partir du moment où vous avez un contact visuel, vous avez les chances que votre VHF, même portable, arrive jusqu'à ce navire. C'est à ce moment-là qu'il faudra l'utiliser. Les feux à main, c'est pareil. Ne vous amusez pas à tirer des fusées pour tirer des fusées. Vous avez quelque chose à l'horizon, vous avez quelque chose dans le secteur, c'est là qu'il faudra vous faire repérer. On vous a parlé du miroir, il doit y en avoir un aussi dans le matériel. Le miroir d'utilisation, ce n'est pas dangereux, ça ne consomme rien, et on peut s'en servir pas mal. Le miroir, il y a radarisable en fait. Ça, oui. Ça, l'avantage, c'est que tout navire qui a un radar, il va plotter là-dessus. Ça, c'est important. Ce n'est pas le cas de tous les radeaux. Certains ont des réflecteurs sur le boudin, d'autres on l'a mis radar. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, après c'est toujours pareil, celle-là est en métal, donc alors c'est pareil, méfiance aussi pour le radeau. Ne pas le découper avec. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie-là? Alors, les systèmes pyrotechniques des navires sont prévus pour fonctionner de jour et de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils émettent de la lumière à très forte intensité, il y a beaucoup de candela, mais ils émettent également de la fumée, de combustion, qui se voit de très loin aussi. Il est certain qu'un feu à main lumineux de nuit se voit plus loin de nuit que de jour, puisque par contraste. Le fusée parachute, je disais tout à l'heure, dans l'armement des petits bateaux, on n'a plus de fusée parachute. On a les feux à main. C'est adapté, je dirais, au second sens. Mais une fusée parachute, quand vous l'avez tirée, elle va rester un petit moment en l'air. Hein. Un feu à main, c'est quand même plus... Voilà. Si à partir du moment où vous sortez, je dirais, de la rade, vous sortez en eau ouverte, moi je conseille quand même... Encore une fois, il y a ce qu'on fait sur les navires marchands et le Marine nationale, il y a ce qu'on appelle les analyses de risque. On fait un document unique de prévention, c'est-à-dire qu'on se pose des questions avant que les problèmes arrivent. Et on met des réponses en face. Si vous faites Cannes, le port de Cannes, les îles de l'Érins, vous allez avoir quand même peu de chances de vous perdre au fin fond du diable. Et encore que, malheureusement, on a des cas qui finissent mal. Si vous êtes en mer ouverte derrière les îles, vous allez voir que vous avez le rail avec les bateaux de commerce qui passent là, à 20 nautiques là devant, en long en large. Mais en dehors de ça, vous pouvez retrouver seul. Nous, on a eu le cas d'un bateau comme ça un soir. On nous appelle. On a eu beaucoup de mal à récupérer le gars.
parce que son téléphone ne marchait plus beaucoup, il n'y a pas de VHF, etc. On l'a récupéré au sud de l'axe des îles Saint-Honorat et de la Galère. C'était un monsieur qui sortait du boulot, il avait acheté le bateau 2 jours avant. Il a dit, je vais laisser mon bateau. Il est parti le soir, tranquille, après le boulot, sans rien dire à personne. Il n'avait même pas un verre d'eau à bord. Il n'avait pas de radio. Il avait un téléphone qui fonctionnait encore un peu. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé, en jouant sur les lumières du bateau. Comme on lui expliquait, monsieur, on ne vous aurait pas trouvé. Ce sont des collègues qui se sont retrouvés dans une semaine séchés comme une momie au milieu de la Méditerranée. C'était la simple balade en sortant du boulot le soir. Il aurait simplement prévenu autour de lui en disant « je pars à tel endroit » où il aurait pris le petit sac avec juste ce qu'il fallait, il aurait eu de quoi se retourner. Lui, il est passé très près, je peux vous le dire, il a eu beaucoup de chance. Voilà, l'improvisation, ça ne marche pas sur les bateaux. D'autres questions? Ça, c'est un radeau hauturier? A priori, t'as vu des réserves d'eau ou pas? Non. Non, c'est un côtier. Si c'est un hauturier, vous avez de l'eau. Oui, il y a d'autres éléments. Hein. Alors, chaque fabricant a un petit peu sa liste au Père Noël, sachant que pour qu'un radeau s'homologue au niveau des États, Jérémy vous a parlé de différents acronymes. Il y a un acronyme qui est international, c'est la SOLAS, Safe of Life at Sea, sauvegarde la vie en mer, qui met des règles internationales et reportées en national et qui dit, ben, monsieur, pour qu'un radeau soit construit hauturier, il faudra qu'il ait un minimum ça, ça, ça. Après, vous avez des fabricants qui vont au-delà, qui vous fournissent du matériel, qui vous fournissent entre guillemets, des options pour augmenter votre sécurité. Dans la philosophie d'aujourd'hui, vous avez l'armement réglementaire et on demande quand même aux patrons d'embarcation, aux capitaines de navire, d'être responsables et de rajouter s'il y a des choses en plus. C'est pour ça que je vous disais de bien voir ce que vous allez faire derrière. Vous avez la lampe de poche, normalement vous avez un petit kit de pêche aussi. Je vous parlais du gars qui avait survécu pendant très longtemps, ben, il a survécu grâce à ça. Le kit de réparation du radeau, c'est loin d'être anodin. Je vous parlais des feux à main. Je vous parlais du couteau, je vous parlais des lignes de pêche. À qui c'est pas arrivé sur un Zodiac de remonter à la ligne et de crocher dans le boudin avec le... Bon, ça peut être marrant entre les bras des îles avec son Zodiac. C'est moins marrant quand on est naufragé à 20 nautiques et qu'on commence à couler avec le radeau qui est crevé. Donc ça, voilà, ça fait partie de ces choses-là. Vous avez une chose intéressante aussi là-bas, à gauche, c'est une encre flottante. Votre radeau dessous, il a déjà des appendices qui vont limiter sa dérive. L'encre flottante va déjà vous donner une dérive réduite et en plus elle va stabiliser le radeau au niveau des mouvements. Ça va vous stabiliser un petit peu sur certains mouvements, vous laissez filer. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le cross, vous avez pu lancer un appel détresse soit par le système SNDSM où on a un envoi de position automatique qui arrive au cross, soit par un appel radio ou téléphonique en disant « Monsieur, ma position c'est ça, je coule ». C'est la position 0 du cross. C'est là qu'interviennent les logiciels de simulation et disent, monsieur, voilà, un radeau, voilà comment ça dérive. La météo est comme ça. Si vous avez les encres flottantes, vous allez diminuer cette dérive et vous serez au plus près, je dirais, du centre du point 0 de la recherche. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. D'autres choses? Ah ben c'est simple, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, il y a le nombre de personnes. Alors, vous serez installé confortablement. En fait, c'est la catégorie de votre navire. Si votre navire est prévu pour 6 personnes, on vous demande de mettre un radeau pour 6 personnes. Voilà, c'est Dieu. Voilà, vous pouvez amener des... Ça, c'est un 8. Alors, dites-vous, imaginez-vous 8 personnes là-dedans faisant le bouchon. Ça devient très vite intime, hein. Voilà. Alors, pour l'avoir testé en réel moi-même, parce que moi j'étais largué de nuit dans un radeau, hein, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. Et quand vous êtes en exercice, que vous savez que les copains, le feu qui est là-bas au fond, à l'horizon, c'est eux, vous avez une radio voilà, vous êtes entre guillemets sécurité. Vous n'êtes pas en état de stress à pouvoir quitter un bateau. Je vous parlais que ce qui tuait, c'était l'hypothermie et la panique derrière. C'est vous perdre ses moyens. Là, il faut rentrer un petit peu dans le reptilien et dans la logique. Et il faut pas chercher midi à 14h, il faut être méthodique. Encore une fois, si vous avez pensé à ça avant, vous le gérerez après. Si vous n'y avez jamais pensé,
C'est ce jour-là que vous vous rendrez compte que la survie, elle est coincée par les provisions de 15 jours au fond de la cale et que le bateau va couler avant que vous l'ayez récupéré. Ça, c'est l'exemple typique, hein. Ça a été vu X fois. Ça veut dire qu'une fois que vous serez dans le radeau, si vous avez prévu large, ben vous serez bien. Si vous avez fait l'économie, ben vous aurez l'économie. Il n'y a pas de mystère. Encore une fois, ces réglementaires fonctionnent de votre catégorie de navigation et de votre effectif à bord. Après, jamais quelqu'un aux AFMAR ou au CROSS ou chez nous ne vous reprochera de prendre un radeau 8 places si on vous demande un 6. À la condition que vous puissiez le mettre en œuvre. Parce que si vous prenez un radeau 50 places, c'est pas la peine, hein, vous aurez beaucoup de place, mais vous ne pouvez pas le mettre en œuvre. Sachez que sur les bateaux de la marine marchande et la marine nationale, les radeaux sont toujours sur les dispositifs de largage. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs avec même des commandes à distance où on déclenche les radeaux. Donc si vous voulez, c'est déjà intégré. Il y a même des largueurs hydrostatiques, c'est même si le bateau venait à couler, au moment où il commence à couler, ça largue le radeau. Vous, le largueur automatique, c'est vous. Pensez-y. Pensez-y. J'imagine que c'est jamais par lumière calme, bon, ça remue dans tous les sens, ça se remplit d'eau quand même. Alors, c'est pour ça qu'il y a une écope et une éponge normalement dedans. Ah ben, à votre avis, vous êtes sous la pluie, est-ce que je vous mon parapluie? Là, vous avez des vagues qui rentrent dedans. Si vous ne faites rien, au bout d'un moment, vous aurez une jolie piscine jacuzzi, mais sans les bulles. Donc, vous fermez. C'est pour ça que là, vous voyez, sur le côté, vous avez un joli rond là, dans la toile. Vous pouvez sortir la tête pour voir ce qui se passe dehors, sans ouvrir le radeau. Ah, j'en pensais quand même. Voilà, dites-vous bien que les radeaux, c'est à 80% du retour d'expérience. Mais je dirais même plus. C'est-à-dire qu'au début, Bombard, quand il est parti, lui, son Zodiac, c'était vraiment le b.a.-ba. Hein. Au 57 ou 58, dans ce zoo-là. Mais c'est vraiment... Là, par contre, vous avez vu, dedans, vous avez des sangles. Parce qu'on tombe des radeaux. Les radeaux se retournent. Alors, tout ce bazar qui est là, si vous êtes installé là-dedans gentiment, vous avez tout éparpillé au fond en disant voilà, je vais bien voir ce qu'il y a, quand le radeau va se retourner, vous allez avoir un petit souci. C'est pour ça que dans les radeaux, vous avez bien souvent des sacs étanches pour pouvoir ranger votre matériel. Et non seulement il est rangé dans les sacs, mais les sacs sont amarrés au radeau. Votre radeau, il se retourne, vous le remettez dans le bon sens, et vous retrouverez vos affaires dedans. Si vous avez oublié de les amarrer, ben vous vous retrouvez sans matériel. Et là, les ennuis s'arrangent encore plus. Un petit truc, là je ne peux pas vous le faire, mais moi en tant que nageur, j'ai fait souvent des démonstrations de retournement de radeau. Une personne seule retourne un radeau comme ça, hein, sans problème. Il faut seulement se servir du vent. Vous avez dessous la bouteille. Vous vous mettez toujours sur la bouteille pour retourner le radeau. Pourquoi? Parce que si vous mettez de l'autre côté, vous risquez de la prendre dans la tête et c'est beaucoup moins agréable. Et en plus, elle fait un certain poids, donc elle va vous aider à la manœuvre de retournement. Donc ça, ultérieurement, on refera, nous, des démonstrations de dynamique dans l'eau. Mais voilà. C'était quoi ça? Voilà. Alors, ça, c'est suivant les modèles. Votre radeau, le but, c'est de l'amener en gonflage maximum. C'est pour ça que vous avez des soupapes de sécurité pour éviter qu'il éclate. Hein. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. La bouteille de CO2, elle a une capacité pour gonfler à bloc tous les boudins. Donc, les soupapes vont se déclencher. Et vous verrez que normalement, au niveau des soupapes, vous avez des bouchons qu'on revisse après. Ne le révissez pas tout de suite. Laissez voilà, parce que bon, les coutures sont ce qu'elles sont. Mais une fois que le radeau s'est stabilisé, vous fermez les bouchons. Ben vous entendez? Là, il a ouvert. Bah, vous risquez de perdre la pression. C'est pour ça qu'il y a le gonfleur. Mais au bout de 4 gonflages, vous allez vite en avoir marre. Donc, mettez bien les bouchons en place. Vous vérifiez vos boutins de temps en temps et vous gonflez s'il y a besoin. Mais, encore une fois, on est en légère surpression par rapport aux soupapes de sécurité. D'accord? Vous avez vu que tout le tour, vous avez des bouts pour s'accrocher aussi. S'il y a des gens, si vous avez beaucoup de monde, on peut s'accrocher au radeau le temps de faire ce qu'il y a à faire. Quand vous êtes dans le radeau,
Si vous avez bien prévu votre coup, vous avez sauté dans le radeau directement sans vous mouiller, tant mieux. Si vous n'avez pas de chance, que vous êtes mal préparé, que vous êtes trempé la tête aux pieds, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez oublié de prendre le sac étanche dans lequel il y a les vêtements secs. Je vous parlais du sac de sécurité tout à l'heure. Ça veut dire que d'avoir dedans de quoi se changer. Alors, je sais bien que la tradition maritime, on a le gros pull roulé en laine. C'est pas ce qui est le plus pratique. Aujourd'hui, on a quand même des textiles plus adaptés. Dans votre sac, vous mettez un haut et un bas en polaire. Ça sèche vite. Ça tient chaud. C'est pas mal. Je peux vous dire que nous, sur la Vedette, on a un fût étanche. On a de quoi changer des gens qu'on récupère à la flotte. Tout bêtement. Le bidon étanche, c'est pas mal non plus. Pourquoi? Parce qu'il permet aussi de conserver de l'eau. C'est quand même plus facile de mettre de l'eau dans un bidon. Parce que la toile de tente qui est là vous permet également de récupérer de l'eau de pluie normalement. Voilà. Encore une fois, c'est dans la durée. Là maintenant, on va parler un petit peu du côté SNSM. C'est qu'une fois que vous êtes dans le radeau, nous on va envoyer du personnel pour vous aider. Et suivant où vous êtes, ou plutôt de venir avec la vedette directement, on va envoyer des personnes qui sont formées à travailler dans l'eau et à vous rejoindre. Donc c'est mon camarade Arnaud qui est en tenue de la SNB1 qui va vous parler un petit peu de la composante nageur. Hop là, il va jusqu'au micro. Jusque là. Ok. Je ne vais pas pouvoir forcément. Bonjour à tous. Donc, je vais enlever le masque, c'est pas pratique pour parler. Voilà. Donc moi je suis nageur sauveteur à la SNB1. Il y a deux niveaux, SNB1 et SNB2. Le niveau 1, c'est comme moi, comme vous me voyez actuellement, sans équipement autre. D'accord. Et le SNB2, et la différence c'est qu'il est plongeur. Donc il a un matériel de plongée, il peut intervenir sous la coque. Voilà. Donc notre mission, en gros, c'est l'approche en fin de phase, quand on a du gros temps et que la vedette est engagée, qu'elle ne peut pas approcher directement, soit sur un espar, par exemple, vous voyez la fourmigue qui est dans la baie là-bas devant le golfe géant, ben, il peut arriver que quelqu'un trouve un endroit comme ça pour se réfugier et effectivement... avec le temps et la peur et le froid, les gens ne pourront pas forcément sauter à l'eau pour venir le récupérer. Donc, c'est les nageurs sauveteurs qui partent du bateau, de la vedette, vont directement faire le contact avec les personnes. On peut aussi être amené à se mettre à l'eau en cas de problème pour un remorquage, etc., où il faut aller dans l'eau et intervenir. Donc, on est le dernier maillon, en fait, pour l'approche finale, que ce soit envers les personnes essentiellement, mais également envers des embarcations. Donc c'est une formation assez sportive, assez physique. Dans tous les cas, à chaque intervention, on est équipé en intervention complète. Donc normalement c'est en version longue. Bon là, comme il fait chaud et qu'on allait être pas mouillé, bah, du coup je me suis mis en version courte, mais en gros voilà, on a un matériel de sécurité, donc des chaussures qui sont renforcées et prévues pour pouvoir marcher sur des cailloux, intervenir. Généralement on a des palmes assez courtes parce que bah, moi je les mets et je les enlève pas, donc je peux me palmer avec, quand même suffisamment de puissance. Ensuite on a un gilet d'intervention qui est vraiment très très bien équipé, plein de poches, on a du matériel, des couteaux, de la lumière, on a derrière une grande poche en fait qu'on voit ici, dans laquelle j'ai par exemple, pas là parce que je ne l'ai pas pris, parce que ça prend de la place, mais j'ai un parachute comme ceci, parce que ben, pareil, quand on a un voilier qui est à la dérive, etc., qu'on doit intervenir, ça peut être intéressant de le mettre en place. Et ensuite, ben voilà, on a de quoi intervenir selon sur quelle intervention on part avec des moyens qu'on a sur la vedette, soit une bouée, soit quelque chose pour aller intervenir sur des personnes, sur du matériel. Éventuellement des petites échelles comme on a là pour monter sur le radeau, donc des petites échelles en corde qu'on peut jeter sur un voilier, parce que par exemple certains voiliers, ben, on ne peut pas forcément monter à bord comme ça et il va falloir des fois escalader. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est pas du tout la même tenue, non. Non, il y a de quoi se tirer, etc. Mais c'est pas prévu pour, non, pas celle-ci. La doctrine d'emploi pour les nageurs, c'est les nageurs sauveteurs embarqués sur les vedettes. Après, au niveau secours héliportés, ils sont des personnels héliportés. C'est une autre formation, oui. Qui sont vraiment la spécificité de chez eux. Et qui se complètent. Oui, j'imagine.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, quand on a un exercice hélitreuillage, c'est le nageur sauveteur du bord qui va être en contact avec le plongeur hélicoptère, et effectivement, c'est nous qui, voilà, on est les contacts ensemble. Oui. Quelle est la priorité quand ça vous arrive de monter dans un slip? Quelle est la priorité de se protéger, de se faire voir, de faire l'inventaire du matériel, de s'occuper des gens qui sont malades? Quelle est la priorité? Alors à chaque cas c'est différent, hein, de toute façon. Ça c'est une concertation avant de partir de la vedette. On est en concertation avec le patron de la vedette, puisque c'est lui qui va être responsable au final de l'intervention. Donc on voit avec lui justement quelles sont les priorités, puisque c'est lui qui décide. Nous on est conseiller technique, parce qu'au final une fois sur zone c'est nous qui savons qui allons intervenir. Donc c'est nous qui sommes conseillers techniques en disant bon ben voilà, là typiquement avec ce qui peut arriver, eh bien moi je suis capable de faire ça, ça, ça. Je peux aussi apporter des solutions, lui disant bah tiens, si tu me mets à tel endroit par rapport au vent, moi je peux dériver et tu me récupères après, ce qui est une chose vraiment importante comme vous l'avez dit. Vérifier aussi que nous on reste en sécurité, c'est pas le tout d'intervenir et ensuite créer un suraccident, d'avoir une personne de plus à aller chercher. Et on a toujours, comme l'a dit mon collègue, en fait on a toujours une version cas non conforme. Qu'est-ce qui arrive si, et on prévoit et on essaie de prévoir tous les cas non conformes, et surtout comment on va être récupéré. Si jamais je ne peux pas sur place intervenir, comment on peut me récupérer? Si je récupère la personne, comment vous nous récupérez tous les deux, etc. etc. Avant de partir, on sait toujours, et la communication, hein, comme l'a également dit Maître Jérémy, on part avec une VHF, une radio étanche, qui est censée résister à l'eau, mais bon, l'eau et les communications, c'est comment ça marche, pas toujours bien. Donc on met en place d'autres signaux visuels, signaux avec des lumières la nuit, etc. Les personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui est en détresse vitale? Ça va être notre priorité. Si on a quelqu'un qui a mal de mer, bon, on est dans l'urgence, ben tant pis, hein, il a mal de mer, l'autre qui saigne, il est en train de vivre son sang, on va s'occuper en premier. Nous, on a toujours une expression, on dit c'est celui qui crie le plus fort qui peut attendre le plus. C'est qu'il a encore la force de crier. Et un truc qu'on indique toujours, c'est quand on est sur un radeau où il y avait donc 4 personnes, on regarde celle qui est la moins vaillante, la moins, entre guillemets, qui la ramène le moins. Parce qu'en général, c'est celle qui est le plus mal en point. Il y aura toujours un premier bilan, c'est là que le nageur... C'est là qu'effectivement le nageur rentre en compte, parce que c'est lui nos yeux en fait. Hein. Nous sommes à distance sur le bateau, sur la vedette, en effet, mais c'est lui nos yeux, et c'est lui qui va pouvoir nous rendre compte effectivement de ce qu'on peut retrouver sur le radeau, ou sur le bateau échoué par exemple. Donc effectivement. Voilà, je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Là, on va pouvoir... il nous reste un quart d'heure pour pouvoir faire un échange de questions. Donc on va pouvoir peut-être reprendre place sur nos chaises. Et puis aussi bien Romain que Arnaud, vous allez venir avec moi derrière. Et si on peut effectivement répondre à des questions, c'est avec grand plaisir. Voilà. Si vous pouvez reprendre vos places, merci beaucoup. Romain, si tu peux faire partager tout le monde. Oui, Romain, si tu peux venir, s'il te plaît. Ce serait génial. Merci. Oui, ben viens justement devant. Il y a un micro. Vous en installez sur vos bateaux déjà. Attention, il n'est pas monté, il n'est pas fixé. Hein. Je sais. On m'a posé la question à quoi sert la mire radar. Tous les moyens de la SNSM, les moyens de régaliens, tout ce qui est marine, douane, etc., ont tous des radars sur les navires. Quand on va faire la recherche en mer, on mettra, si on cherche un radeau, on mettra systématiquement le radar en route. Et si vous avez ça dans les hauteurs du radeau, bah sur l'écran du radar, on verra un écho. Bien lumineux. Hein, et je peux vous dire que quand vous avez une mire de cette taille-là, vous verrez bien qu'il y a quelque chose.
Voilà. Et on peut le plotter à plusieurs nautiques, hein, ce qui n'est pas inintéressant. Sur le truc. Voilà. C'est équipé, il y a Voilà. 3 mètres en bout, là en fait, vous avez des trous préformés, vous l'attachez sur le haut. Voilà. Non, alors qu'il soit à l'horizontale, ou vertical ou autre, ça, il va fonctionner. Hein. Après, c'est toujours pareil. Ça, je dirais, c'est un modèle de base de l'Eurovinyl qui a quelques années maintenant. Aujourd'hui, vous avez des réflecteurs radar tubulaires comme on met sur les voiliers dans la mâture. C'est typiquement quelque chose que vous pouvez envisager d'avoir dans votre sac de survie pour mettre sur le radeau. Parce que ça, comme le disait Arnaud, vous l'amarrez en haut du radeau et vous allez être reçu. Vous avez sur le radeau les réflecteurs lumineux. Alors certains renvoient l'écho radar aussi. Normalement, ça doit le prendre. Il y a des parties en métal dedans. Voilà. Bon, ça après, il faut avoir les caractéristiques du fabricant, hein, parce qu'il y a plusieurs catégories de réflecteurs. Je voudrais rajouter un petit truc. Je vois que tu parles beaucoup de réflecteurs radar, etc. Je vous rappelle aussi qu'il existe un dispositif individuel de AIS, de détecteur AIS que vous pouvez rajouter dans vos gilets, que vous pouvez acheter donc dans le commerce. Ça coûte un petit peu de sous. Mais moi qui ai fait une traversée de l'Atlantique, c'est quand même un outil extrêmement important. On peut être amené à tomber la mer en nuit. Et pour être repéré très facilement de nuit, il existe ce petit dispositif qu'on intègre dans nos gilets et qui se déclenche dès que vous mettez à l'eau. Et vous êtes donc repéré maintenant par les radars, par les détecteurs radars AIS qu'on a maintenant, la plupart des personnes ont sur les navires. Voilà, ça reste un très bel outil de sécurité également. AIS. Et si je puis me permettre de rajouter, quand vous installez de l'AIS ou de l'ASN, appel sélectif numérique, avec le bouton rouge Distress, on vous donne un MMSI, c'est un numéro de 9 chiffres, qui est un code, un peu comme un numéro de téléphone, si vous voulez, qui est unique, et qui représente le pavillon, et également l'équipement que vous avez à bord sur ces 3 derniers chiffres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce numéro, on vous le donne, mais il faut que vous le déclariez, notamment à la ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Nous, on a les bases de données au CROSS, et via ce numéro, on peut retomber, selon les informations que vous allez donner, votre numéro de téléphone, votre adresse, voilà. C'est important de les déclarer. On vous les donne, c'est une chose, avec l'AIS, mais tout ça se déclare aussi au niveau des bases de données de l'État. Et nous, ça nous permet de retomber très vite sur nos pieds, de savoir qui appeler, un numéro d'urgence. Et également, en plus, pour la navigation hauturière, au même titre que le radeau de survie, vous avez l'EPIRB. Alors, on passe sur un vecteur satellite en 406 MHz. Donc là, c'est pour une navigation beaucoup plus hauturière, mais qui est également encodé avec un MMSI. Donc, qui représentera votre numéro de bateau. Et pour les personnes qui passent de bord à bord, de navire à navire, typiquement les skippers professionnels, choses comme ça, il existe les PLB, Personal Sean Bacon, merci, et qui sont encodables avec un MMSI aujourd'hui. Donc, à condition que ce soit enregistré à NFR. Donc, ça, c'est bien d'avoir du matériel, d'apprendre à l'utiliser, de se renseigner, mais aussi de le déclarer. Surtout sur tout ce qui est électronique aujourd'hui. Alors, c'est déclaratif, c'est-à-dire que vous devez, alors pour ceux qui ont déjà fait des demandes, vous avez le site internet de l'ANFR qui est très bien fait et qui est lié aux bases affaires maritimes, puisque le CROSS, lui, il attaque les bases de données affaires maritimes, où les navires sont enregistrés. Et le MMSI est un point d'entrée pour attaquer la base. Et effectivement, vous avez toutes les informations. Et si vous êtes sur le site de l'ANFR, vous avez l'onglet pour pouvoir déclarer une première installation, un changement de navire, un débarquement. Donc vous pouvez faire suivre la vie du matériel jusqu'à son retrait du service. C'est important puisque, bon, on a tous des anecdotes en tête où on a fait la chasse à des balises de détresse, on ne se comprenait pas pourquoi elles se baladaient en montagne. Sauf que c'était déclenché dans le radeau du gars qui partait avec son camping-car en week-end. C'est un peu dommage. Ou hors service. Donc, ouais. On a trouvé aussi, alors ça c'est comme l'usage des feux de détresse, comme on a tous connu au 14 juillet. Bon, moi quand j'avais 15 ans, je trouvais ça très marrant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui je le trouve un peu moins marrant. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un témoin ait vu un feu orange ou rouge en mer. Allô monsieur, il y a ça. Ah, c'est les pompiers. Monsieur, bougez pas, j'appelle le CROSS. Allô, les SNSM? Ah, c'est le 31-12. Désolé, hein. Les fêtes de fin d'année, vous allez passer sur l'eau à chercher un feu à main qui, en fait, a servi que pour fêter le 31-12.
une fusée parachute, c'est 300 mètres d'élévation. Et ça se voit de très loin. Donc par rapport à la rotondité de la Terre, le bateau peut être plus loin que l'horizon. Quand on voit un feu rouge. Si le feu rouge est pile poil sur l'horizon, ça veut dire que le navire est très très loin. Et ça se voit de très, très Ouais. loin. Et pour vous... Festival aéro. Pierrot, ah ben, nous tous les ans on y fait la chasse, hein, je ne vous cache pas. Vous avez remarqué que la SNSM, pendant tout le festival pyrotechnique de Cannes, on est sur le plan d'eau. Pourquoi? Parce que bien souvent, le cross... Bonjour, je vous appelle pour un déclenchement de... Bon, ok. Oui, on l'a vu, on est à 300 mètres, on va sur le gars, on va voir ce qu'il faut. Et ça fait partie du SOLAS. Et c'est un moyen d'alerter les secours. Donc nous, on est obligés de faire intervenir... Levé de doute. Pour lever. Je peux vous dire que nous, ça arrive qu'il y ait des tests réels avec des matériels de ce type-là. Je peux vous dire, on ne le fait pas comme ça. C'est avec le cross, attention, on va le faire à tel endroit, on le fait à telle minute, on déclenche, on finit à telle minute, et on sait exactement dire où, quand, comment. C'est pas innocent. Et chaque fois qu'on va chercher quelqu'un pour... je peux vous dire que pour les feux d'artifice de l'été, moi, le nombre de fois où je suis parti sur plusieurs interventions avec les collègues, parce qu'on part sur un feu déclenché et déclaré au cross, et pendant ce temps-là, il y a un gars qui est monté sur le bataiguier et qui est en train de couler avec 3 gamins à bord. C'est un peu dommage. Donc si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Et encore une fois, il s'agit de matériel pyrotechnique. N'attendez pas le jour d'avoir besoin de lancer pour voir comment c'est foutu. Si je vous disais le nombre de fusées qu'on a vu partir vers le sol, une flèche. voilà, ou dans les voiles, c'est... Alors, j'attends bien ce que je m'en occupe au port. Depuis quelques années, la filière est en place. Vous allez chez, on ne va pas le citer, Roméo Marine juste en face, hein, ou Chypre, ou Cabesto, où vous voulez. La règle, c'est le 1 pour 1. Vous arrivez, vos feux à main arrivent en date de fin de validité, vous en avez 3 à changer, vous allez avec vos 3 feux à main chez Cabesto, vous les posez sur le comptoir, je veux 3 feux à main neufs, merci, et vous partez. Quand vous avez acheté vos feux à main, vous avez payé l'élimination de ceux que vous avez remis. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un matériel qui est périmé, vous le remettez au revendeur qui vous donne le nouveau, et lui, ça rentre dans une filière, avec la paire Pyro, pour ne pas la citer, il y a des ramassages, ça part en destruction contrôlée. Donc on n'a plus d'excuses d'avoir des caisses entières, parce que bon, nous malheureusement au port, Serge peut vous le dire, j'en récupère entre 100 et 200 par an minimum. Et je peux vous dire que ça nous gêne bien, parce que c'est du matériel qui est quand même un peu sensible, et ça coûte très cher quand on rentre dans... Voilà. Ne les emmenez pas au stade, c'est pas des feux de bagarre. Ah oui, alors... les pompiers, ils n'en veulent plus. Hein, ne cherchez pas à donner aux pompiers, c'est fini, ils s'en servent plus. Et donc le seul moyen, c'est l'élimination par sa filière, c'est tout. Voilà, c'est la filière revendeur, maintenant c'est ce qui est en place. Vous remettez vos feux, ça part dans la filière, c'est sécurisé. Après, on va parler des feux qu'on garde. S'ils sont en parfait état, vous les gardez pour un tour pendant 2-3 ans, ok. Ne les gardez pas 15 ans, parce que c'est du matériel qui devient instable après. Voilà, donc c'est du matériel qui devient instable. S'il commence à être corrodé, vous allez le tirer dessus, il ne va pas s'enflammer, il va s'enflammer 5 minutes après, il va faire un long feu quelques minutes après, et à ce moment-là, vous l'aurez posé juste dans le cockpit, à côté du réservoir de l'annexe, comme par hasard. Et là, ben, ça va permettre aux collègues du cross de nous envoyer du boulot. Gants, sous le vent, ou au pire, t-shirt mouillé, mettez quelque chose pour protéger, et des protections. Encore une fois, lisez le mode d'emploi tranquillement. Oui. Ah ben, de toute façon, vous devez réglementairement avoir un matériel qui est en date de validité. Si vous avez un contrôle des affaires maritimes, première chose qu'ils vont faire, ils vont regarder votre matériel est-il à jour ou pas. Il sera en doute. Mais après, encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir 50 fusées à bord. Ça devient un vecteur d'incendie à bord. Je vais juste réagir là-dessus. Dans une ancienne vie, j'étais plongeur des mineurs dans la Marine nationale pendant 18 ans. Moi, je ne vous conseille pas de garder du matériel périmé. Hein. Vous avez suffisamment ce qu'il faut dans la dotation. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut l'utiliser intelligemment. Ne l'utilisez pas n'importe quand si vous avez exactement besoin. Si l'avion il est passé, enfin, regardez un peu de temps s'il passe, s'il vient vous voir, s'il va vous voir. Donc c'est plus ça. Et
du matériel dégradé, périmé, même s'ils prennent de la marge, etc. Le problème, c'est que vous allez le mettre, vous allez oublier que vous en avez et que vous allez le garder. C'est pour ça que les conditions d'entretien, même ceux qui sont en neuf, hein, ne les mettez pas dans le fond de cale, hein, monsieur. Alors, notre formation dans le milieu professionnel, oui. quand on devient professionnel maritime, c'est sur 5 jours, ça coûte 1 500 €. Donc c'est un peu cher. Maintenant, sinon, en fait, eh ben, il y a, rien ne vous empêche, je pense, de vous rapprocher des écoles de formation maritime. Ils sont beaucoup à Antibes. Il y a Blue Water, par exemple, à Antibes. Il y en a d'autres. Quand ils font une formation, demandez si éventuellement vous pouvez venir pour assister juste au moment où ils font, parce qu'ils font des percussions de feu à main. Moi, j'ai fait ma révision l'année dernière en février et on a percuté tout ça. Après, franchement, c'est pas compliqué. Si vous allez voir dessus tout à l'heure, vous êtes sur les vôtres, c'est assez simple. Il y a des flèches, il y a des indicateurs. Même au niveau de l'utilisation de un chef, quand on est hors de portée, le 16, tout ça, se familiariser, disons, avec ces jours de cérémonie. Alors, il existe, comme on se disait, il y a des formations pour la radio qui sont obligatoires d'ailleurs. Et sur Internet, le CRR, on peut le passer sur Internet. Alors, après, il y a aujourd'hui, la marine était très professionnelle et on s'est rendu compte que la plaisance était très demandeur de formation et beaucoup d'écoles. Alors ici, je sais moins, mais Antibes, au Crêpes, il me semble qu'il y a des formations pour la plaisance. Vous avez l'IPFM à la Seine-sur-Mer aussi qui font des formations. Il y a la Massif, l'organisation de la Massif à Marseille qui fait également une formation sur une semaine, un diplôme de plaisancier. Semi-plaisancier professionnel, où ils vont vous faire retourner des radeaux de survie dans l'eau, où il y a même des... Enfin, je sais que nous, on y va en tant que cross pour présenter le cross aussi, les radios, tout ça. Avec la Massif, on travaille beaucoup avec eux, l'IPFM. Bon, c'est dans le Var et Bouches-du-Rhône. Ici, on y vient un petit peu moins, plus pour la plongée au niveau du Crêpes Antibes. Mais aujourd'hui, les formateurs et les formations ont bien compris que les plaisanciers, il y a beaucoup de matériel, énormément de choix dans les communications, dans la détresse, dans ça. Donc, ils donnent des formations et qui vous permettent de partir sereinement, mettons, pour un convoyage ou une... Mais vous-même, vous donnez une liste de toutes ces... Non, parce que alors nous, on est en tant que cross et centre de sauvetage en mer, on peut pas s'avancer et dire faites tel centre, telle formation. Après, c'est de la formation maritime, donc là, on part sur du STCWC, c'est encore une autre filiale du maritime qui est internationale, qui va comprendre la SOLAS, la SMDSM, voilà. C'est très cadré quand même après à ce niveau-là. Après, je confirme sur site, puisqu'ils viennent régulièrement et ils ont une saison d'été très chargée chez nous. Et ils sont présents, ils font donc ce qu'on appelle des diplômes. Mais tout ça, ce sont donc bien sûr des sociétés privées dont on ne peut pas faire la publicité. À client d'aller vérifier sur Internet la formation qui vous paraît la plus adéquate. Voilà. Alors, à savoir, pour compléter par rapport à votre question, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous allons donc créer un centre de formation qui va se situer sur Cannes à partir de septembre prochain. Donc, par rapport à ce centre de formation, au départ, bien entendu, ça va être très sollicité par rapport aux 200 sauveteurs qui sont sur le 06. Par la suite, il y aura des stages qui seront effectivement aussi ouverts aux plaisanciers, de découverte et d'approche, donc notamment du matériel de sécurité. Voilà. Donc, on va communiquer de toute façon, si vous avez la possibilité, par les réseaux sociaux notamment. Nous avons donc un site sur lequel on communique effectivement non seulement la vie de la station avec les interventions qu'on peut avoir et autres, mais on va également communiquer par rapport au centre de formation et l'inauguration qui va se faire au mois de septembre. Donc par la suite, tout ça effectivement, la SNSM pourra le proposer sur Cannes. Voilà. Est-ce que vous avez... Pour la radio, vous avez parlé tout à l'heure du site de la NFR, comme disait mon collègue. Vous avez également en ligne, les supports de cours pour passer le CRR, mais vous avez également en ligne des QCM qui sont les mêmes que vous aurez à l'examen. Et c'est intéressant parce que même nous, quand on les reprend, des fois on se dit « Ah oui, tiens !» Voilà, on oublie. C'est pour ça qu'on est des recyclages. N'hésitez pas à aller dessus, hein, c'est très bien fait. On est presque à l'heure, donc s'il y a encore des questions... L'aéronautique,
c'est pas le même format. C'est pas le même principe en fait. Voilà. C'est pas les mêmes chenaux en fait. Les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes zones. Non, alors, même si le nautique et l'aéronautique peuvent se ressembler, notamment sur l'alphabet ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un autre. La mer, c'est une autre formation. C'est un autre matériel. Par exemple, l'AIS n'existe pas sur les avions, mais ils ont aussi leur propre système de détection. Voilà, c'est mer et air différents. Peut-être pas dans les termes, mais en tout cas la politique et l'entretien du matériel, les fréquences, l'usage du matériel, c'est différent. Même question pour le CRR, si on a un permis moteur. Alors. Le CRR est valable. Normalement, vous avez le CRR. Alors, soit vous avez passé l'examen du CRR, vous l'avez et il a pas des limites dans le validité. Dans le permis mer, il a été incorporé dans le programme du permis. C'est, je dirais, c'est le minimum syndical. C'est si vous restez en zone nationale, etc., il y a des critères. Hein. Mais si vous voulez aller en Italie, il vous faut le CRR, par exemple. En plus. Vous quittez les autres territoires françaises, vous devez avoir le CRR. Après, quand vous voyez le prix d'un CRR, c'est peut-être intéressant de le passer quand même. Moi, voilà. Oui, c'est-à-dire, je pense que le timbre qu'il doit falloir dans les 70 ou 80 euros, le timbre fiscal. Donc, en fait, avec 150 euros, vous devriez faire le tour au niveau d'un CRR sans aucun problème. Mais écoutez, je vous remercie pour votre présence. Il y avait encore une question, pardon? Oui. Vous avez encore une question? Le CRR, dans le temps, il y avait CRR et CRRI en anglais, parce qu'on sortait des zones francophones. Alors, maintenant, c'est le CRR et il est international. Il y a le CRR, CRO et CGO selon les zones de navigation, mais c'est dans le domaine professionnel. CRR, c'est ce qu'il y a au niveau de la plaisance, c'est la VHF, la petite VHF portable que vous avez ou la fixe que vous pouvez avoir sur vos bateaux, et c'est limité à la VHF, c'est-à-dire chenal 16, à peu près pas un autre type de portée. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, le canal 16, c'est mondial. Vous êtes en train de faire de la voile au large de Honolulu, vous voulez avoir les gardes-côtes américains, c'est sur le 16. Et je rebondis juste, quand vous êtes dans des eaux étrangères, même hors espace Schengen, n'importe où dans le monde, vous avez le Cross Greenet, qui est dans le nord, et qui est un point de contact international pour tous les marins français et les navires battant pavillon français. C'est-à-dire que vous pouvez demander aux gardes-côtes américains de parler avec MRCC Greenet, vous apprenez tout ça dans les CRR justement, dans ce genre de diplôme, et qui pourront faire la traduction et vous mettre en relation avec un médecin français à Purpan, à Toulouse. Voilà. Mais le canal 16, c'est mondial. À partir du moment où, évidemment, vous êtes capable d'émettre et de capter. Il faut savoir que tous les MRCC mondiaux ont le même référentiel pour les traductions pour tout. Donc même si vous tombez sur un anglais, il utilisera les mêmes canevas qu'utilise un français. Bien, merci à tous. Je vous invite à récupérer, si vous le souhaitez, calendrier ou alors magazine de sauvetage qu'on a pu vous mettre à l'entrée. C'est gratuit, c'est à votre disposition. Dans le magazine de sauvetage, vous y verrez non seulement des choses sur notre station, mais également sur les stations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de stations françaises qui remettent des petits reportages dedans et quelques conseils également qui peuvent être utiles. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Je repasse la... Oui, merci à tous. Merci pour votre participation. Merci aux participants. Merci à l'action de la station SNSM sur Cannes Gaugian et bien sûr au CrossMed qui nous, qui veillent sur nous en permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an. Merci. Merci à tous.